Le vrai guerrier garde toutes ses forces pour se défendre quand le blanc l'oblige à se battre pour vivre, avait dit le chef des Sioux Sitting Bull. Le chef des talibans, Mullah Omar, et puis son successeur après sa mort, n'aurait-il pas adopté la même stratégie guerrière aussitôt après l'invasion américaine de l'Afghanistan? C'est ce qui semblait être le cas de l'aveu même de l'opinion publique et médiatique occidentale. Stratégie d'une résistance obstinée, infatigable, ayant abouti au résultat du 16 août courant 2021. Écoutons ce témoignage de la chaîne de télévision allemande Arte. Au lendemain des attaques du 11 septembre, les États-Unis éliminent Al-Qaïda et chassent du pouvoir les talibans. Mais la victoire est en trompe-l'œil. Malgré la chute rapide de leur régime à Kaboul, les talibans ne rendent pas les armes. Leur contre-attaque commence en 2004. Attentats, embuscades, la guerre reprend. 250 000 Afghans et 3 500 soldats de l'OTAN sont tués. Prenant acte de cette impossible victoire militaire, l'administration Trump négocie. Aussi, comme au XIXe siècle, entre les Sioux et les Américains, plusieurs combats firent de nombreux morts dans les deux camps. Les premiers affrontements après la découverte de l'or en Californie en 1849, jusqu'à la plus célèbre guerre entre les Amérindiens, dont notamment les Sioux, et les Américains blancs, dite la bataille de Little Bighorn en 1876, que nous avons évoquée. Les affres de la guerre avaient déjà incité les deux parties à signer avant Little Bighorn le traité de Fort Laramie en 1851. Les Sioux s'engageaient à ne pas attaquer les migrants blancs et à cesser les guerres tribales. Et les Américains en firent autant envers les Sioux. Aujourd'hui, pareillement comme jadis, Américains et Afghans font la paix et les talibans s'engagent en conséquence à ne jamais plus attaquer des Américains en contrepartie de leur départ définitif de leur territoire. Concluons notre comparaison avec les dernières séquences de concorde entre les deux parties, hier et aujourd'hui, en assimilant toujours les Sioux aux talibans face aux Américains, toute proportion de spécificité gardée pour chacune des deux communautés, évidemment. Aide-moi de ta lumière, esprit. Faut-il rallumer la guerre? Sur cette terre, n'y a-t-il place que pour un seul peuple? Guide-moi, ô Dieu de mon peuple. La guerre ou la paix? La guerre ou la paix? On peut avoir la paix ou la guerre, Monsieur le Président, selon la façon dont on traite les Indiens. Sitting Bull, voici mon père, le général Howell. J'aimerais vous présenter à Monsieur le Président des États-Unis. Grand vénéré chef, nous devions nous rencontrer. Parlez, Sitting Bull. Depuis bien longtemps, j'ai voulu que la paix soit parmi nous. Il s'est écoulé peu de temps depuis que des braves, les vôtres et les miens, ont trouvé la mort. Pour moi, le souvenir de ce jour n'est pas un souvenir de joie. Pour moi non plus, Sitting Bull. Il est doux de l'entendre. Les Indiens et les hommes blancs connaîtront encore paix et joie. À la paix, à l'amitié. L'Amérique se désengage. Le traité de Fort Laramie de 1851 entre les Sioux et l'État américain sera suivi du retour des soldats américains chez eux, dans leur caserne. Back home, comme on disait à l'époque. Yes, back home. Soit ramener les soldats à la maison comme ceci.
Au Qatar, un accord historique est signé avec les talibans le 29 février 2020. L'Amérique se désengage. 170 ans plus tard, presque jour pour jour, le traité de Doha de 2020 entre les Afghans talibans et l'État américain sera également suivi du retour des soldats américains chez eux, dans leur caserne, back home, comme on disait à l'époque encore, et cette fois-ci de la bouche même du président américain. We've had tremendous success in Afghanistan in the killing of terrorists, but it's time, after all these years, to go and to bring our people back home. We want to bring our people back home. Yes, back home. Soit ramener les soldats à la maison, comme ceci encore. Donald Trump avait bien raison, car les back home, chaque soldat américain en Afghanistan en rêvait, jour et nuit, en rêvait, jour et nuit, en rêvait, jour et nuit. Attention, attention, n'allez pas croire que cette photo que vous voyez de soldats endormis avec des bulles narratives est une caricature. Elle reflète la réalité, le rêve de tous les militaires américains en Afghanistan. Un rêve qui ne cache pas, même devant les journalistes et les caméras à Kaboul. J'ai vraiment hâte de retourner aux États-Unis. Moi, dès que j'atterris aux États-Unis, j'embrasse le sol. Je dis ça y est, je suis à la maison. Le premier truc que je ferais, c'est d'aller dans un fast-food. Et je commanderais de tout. Je vais m'en mettre plein la panse. Avez-vous bien entendu? Je commanderai de tout. Je m'en mets plein la panse. En saisissant le sens de la grande nostalgie des soldats américains d'Afghanistan envers le pays de l'oncle Sam, et leur inaltérable soif, pour ne pas dire leur grande faim, à goûter les aliments naturels qu'ils consommaient avec appétit dans leur pays, au lieu des nourritures artificielles en boîte de conserve qu'on leur impose à Kaboul et ailleurs en Afghanistan. Car privés de nourriture fraîche, comme du poulet, des salades, du lait, des œufs frais, des fruits, des bananes et des oranges, de la viande, du poisson, etc., etc. Faut donc les comprendre, ces soldats américains. Leur vie n'était pas aussi heureuse qu'on le pensait en matière alimentaire. Et de leur propre aveu, comme nous venons de l'entendre. Et puis, il n'y a pas seulement le côté alimentation et consommation, il y a un autre aspect de la vie humaine dont dépend même la subsistance en nourriture, à savoir la sécurité, condition de sa vie ou sa survie. Et pour le comprendre, il faut soit être un soldat et envoyé au front en pleine guerre régulière, face à une guérilla ou une guerre asymétrique, comme cible de tir, ou dans la ligne de mire des résistants ou des terroristes talibans, peu importe l'appellation qu'on leur donne ou qu'ils se donnent, puisque la réalité et le résultat sont les mêmes sur le terrain. Soit qu'il faut alors bien écouter et comprendre la plainte ou la complainte des soldats américains qui combattent les talibans en risquant leur vie chaque jour et chaque nuit, sans préavis. Écoutons alors. Et le fait de croiser des gens en te disant qu'il n'y a aucun risque qu'ils te tirent dessus, ça va être super. L'important c'est de rentrer au pays. L'important c'est de rentrer au pays. L'important c'est de rentrer au pays. Vous avez bien entendu? Et pour mieux comprendre son langage, il faudrait donc être à sa place. À la lumière de ces témoignages vivants, l'on constate que le soldat, quelle que soit sa nationalité, est d'abord un homme comme tous les hommes et n'est pas moins humain que son concitoyen ou son collègue étranger civil non militaire. Il a lui aussi des parents, s'il est célibataire, et une famille en plus, quand il est marié ou lorsqu'il devient un père, ayant laissé au champ de bataille, loin de sa patrie, une femme et des enfants qu'il ne voudrait pas laisser respectivement veuves et orphelins derrière lui. Le soldat caresse aussi,
comme son semblable civil, tant de beaux rêves pour la vie ou la survie, nourrissant des projets d'avenir, en espérant d'abord retourner chez lui sain et sauf en Bacom. Voilà pourquoi ceux qui critiquent hâtivement Joe Biden dans sa décision de faire entrer chez eux les soldats américains en mettant fin à la guerre d'Afghanistan sembleraient comme des hypocrites, car ils oublient que c'était bien sous Barack Obama que l'idée d'en finir avec la guerre d'Afghanistan avait germé, mais confirmé officiellement sous l'administration Trump par Donald Trump lui-même en 2020, en réitérant la formule du BACOM que son arrière prédécesseur, le président américain Miller Fillmore, avait cristallisé à Fort Laramie en 1851 avec le grand chef des Sioux, Sitting Bull. Ni les Américains, tous partis confondus, ni les Afghans, toutes tribus unies, ne veulent s'éterniser dans l'interminable guerre contre le terrorisme. Mais le prix et les conditions de la paix ne sont pas les mêmes chez les uns et les autres, peuples envahisseurs et peuples dominés. Car tandis que Washington y voit le retour à la maison des soldats après avoir dépensé des milliards de dollars, Kaboul des talibans y voit pour les Afghans la résistance et le sacrifice jusqu'au dernier de ses fils. Et chacune des deux parties perçoit en même temps la conviction de l'autre, d'où finalement leur volonté de faire la paix. Ce qu'il convient peut-être de retenir finalement des deux cas de guerre et paix entre les Américains et les Sioux du Dakota au XIXe siècle et les mêmes Américains et les Afghans talibans au XXIe siècle, c'est que l'histoire se répète parfois avec le même acteur principal, en l'occurrence les États-Unis, avec différents partenaires, avec des choses communes, mais pour des motivations et dans des conditions distinctes. Car malgré les points de ressemblance que nous avons passés en revue, les collines noires du Dakota, Black Hills, ne sont pas comparables aux montagnes rouges de Kaboul, Red Mountains. Et le cas de l'Afghanistan se caractérise par des facteurs géopolitiques et des enjeux géostratégiques incommensurables, voire incroyables, et pour lesquels tant de secrets non dévoilés ayant justifié le départ des Américains surprendront tant de gens. À la prochaine vidéo, si Dieu l'admet, je l'espère.